Bonjour les aficionados de l'énergie. On va commencer, comme on n'est pas en avance sur le timing, je ne vais pas pouvoir faire de séance de yoga, mais peut-être après, à l'heure du déjeuner. Alors, bienvenue, merci d'être là pour cette table ronde sur rediriger l'énergie. Je suis Mélisse Izikli, responsable des affaires publiques chez Équateur, qui est un fournisseur d'énergie verte. Et qui bénéficie du label B Corp, French Tech 40, et qui est une entreprise à mission. J'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui de ma co-animatrice Marine Binet. Je te laisse te présenter. Merci Mélisse. Petit problème technique. J'échange le micro, merci. Donc merci Mélisse. Donc je suis effectivement Marine Binet, responsable des affaires publiques d'Elmi. Donc qui est Elmi? Nous sommes une PME française indépendante. Nous avons aussi la chance d'être labellisée Société à mission, Positive Company. Et qu'est-ce qu'on fait? On est présent sur toute la chaîne de valeur de l'électricité verte, de la production jusqu'à l'activité d'agrégation. On est aussi présent en tant que responsable d'équipe d'un quart des opérations d'autoconsommation en France. Et on fait également de la fourniture aux clients B2B et B2C sur les territoires français. Et donc notre mission avec Marine aujourd'hui, c'est d'animer cette table ronde sur rediriger l'énergie. Rediriger l'énergie, ça peut vouloir dire plein de choses, à commencer par le fait de repenser notre façon de consommer et notre façon de produire. Mais c'est également repenser les flux financiers pour les diriger efficacement vers la transition énergétique. Et c'est aussi repenser le rôle de l'entreprise que l'on veut transformer en lieu de cohésion sociale et de durabilité économique. Alors, évidemment, avant de monter cette table ronde, on a eu quelques réflexions et l'une des choses que l'on a faites avec le soutien du mouvement Impact France, que je vais appeler le MIF, c'est de créer une communauté énergie, parce qu'elle n'existait pas encore dans l'écosystème du MIF. Et l'énergie, c'est quand même ce qui est à la base de toutes les industries, de toute la production et de tout ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'énergie dans cette salle. Ce serait bien qu'on puisse ouvrir une fenêtre pour pouvoir évacuer tout ça. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire prendre conscience que cette énergie, elle permet à toute l'économie de fonctionner et que donc elle a un rôle très important dans la transition sociale, dans la transition énergétique, etc. Et le fruit de cette réflexion, c'est évidemment cette communauté énergie qui est lancée aujourd'hui. Et elle est basée sur un livre blanc. Et ce livre blanc essaye de mettre en exergue des actions que l'on veut mener en faisant ce qu'on appelle du bottom-up, donc prendre les idées des entrepreneurs, prendre les idées aujourd'hui du public et les faire remonter jusqu'au pouvoir public, tout en ayant une adhésion évidemment des citoyens. Et aujourd'hui, ce que l'on veut faire avec nos experts, c'est définir comment cette transition énergétique peut être faite de façon efficace et surtout comment elle peut être juste et solidaire. Vous avez peut-être entendu qu'au rêve du MEDEF, il a été fait référence à une transition énergétique frustrée. Et c'est justement ça que l'on veut éviter et c'est de ça que l'on va discuter aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir à ma gauche Audrey Zermati. Salut Audrey, tu travailles chez EFI aujourd'hui en tant que directrice de la stratégie. Tu as de l'expérience également en fédération et je voulais vraiment marquer ce point-là parce que nous aurons besoin de cette compétence de fédération, parce que tu as travaillé à l'Union française de l'électricité. Et aujourd'hui, ta mission, c'est de rendre la rénovation énergétique accessible aux particuliers. Peut-être oui, quelques mots sur EFI. Donc, on existe depuis un peu plus de 15 ans et on aide les particuliers. Donc, on est vraiment spécialisé sur le résidentiel, le bâtiment résidentiel, et on aide les particuliers à réaliser des travaux le plus simplement possible, le moins cher possible, pour faire des économies d'énergie. Et donc, ça va des changements de système de chauffage, l'isolation des maisons et l'installation de panneaux solaires pour les particuliers. Donc voilà, notre mission, c'est vraiment de rendre accessible cette rénovation énergétique qui est parfois complexe, peu désirable et parfois sur lequel il y a beaucoup de défiance. Voilà, donc notre rôle, c'est aussi de ramener cette confiance auprès du consommateur. À côté de toi, il y a Alain Paumet. Alain, tu es président d'Oxygène. Tu es très intéressé aux questions d'économie circulaire, de RSE,
Et j'aimerais préciser que ton entreprise aujourd'hui a un capital partagé avec ses employés. Donc voilà, tu es vraiment sur un modèle alternatif d'entrepreneuriat. Si tu veux dire un petit mot. Oui, merci Mélisse, tu as bien présenté. On a aussi la chance d'être entreprise à mission sur la sobriété. Donc ça sera peut-être un des sujets dont on parlera. Et c'est une entreprise à capital partagé. Nous avons rejoint un groupe plus grand qui s'appelle Myrium, qui est aussi à capital partagé. Et je suis aussi sur des sujets de fédération. Je suis chef de file RSE dans une grande et vieille maison, la FFB. Donc pour essayer de faire bouger certaines choses. Et aussi sur l'économie circulaire, je suis dans une association qui s'appelle Circolab. Donc sur la promotion du réemploi et de l'économie circulaire dans l'immobilier. Voilà. Merci Alain. Jean-Baptiste, tu es Jean-Baptiste Lenoir, tu es président et fondateur de Coto. Tu as une grande expérience hors réseau en Afrique et c'est là que l'activité de Coto se déploie essentiellement aujourd'hui. Tu aides les personnes à, je cite, vivre mieux en leur apportant l'énergie alors qu'ils vivent sans infrastructure publique. Ouais, exactement. Alors, on est au MIF, là, Impact France. Moi, je travaille essentiellement et même exclusivement en Afrique. Donc, Coto conçoit, vend, installe et opère des systèmes domestiques solaires auprès des populations rurales d'Afrique subsaharienne. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, puisqu'il n'y a pas eu de développement des réseaux, comme on a pu l'avoir, nous, en Europe. On a eu la chance d'avoir ça après la Deuxième Guerre mondiale. En Afrique, il n'y a pas. La population africaine augmente très très vite et les infrastructures coûtent très cher. Donc chez Coto, on s'est dit qu'il y avait un autre moyen d'aborder le problème. Plutôt que de partir sur de l'électricité centralisée, on travaille sur du décentralisé total. Et ça nous, comme on part d'une feuille presque blanche, on peut travailler directement avec des énergies renouvelables et du décentralisé, donc des systèmes solaires qui ne sont pas si gros que ça, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Alors ça me permet directement d'aller sur la première question. L'un des axes de travail les plus importants de la transition énergétique, c'est la sobriété. Ça peut prêter aussi à débat, parce qu'on se demande ce que signifie la sobriété. La définition peut changer selon une personne ou l'autre. Et surtout, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne vraiment très proche de ces enjeux de transition énergétique, on peut concilier sobriété et compétitivité aujourd'hui. Alors, je vais prendre la première, parce que ça sera assez clair. Chez nous, la sobriété, elle fait directement, elle est intégrée au business model. C'est-à-dire que comme on travaille avec des populations qui vivent à plus de 50% au-dessous du seuil de pauvreté, on est obligé d'avoir des équipements qui vont être finalement très sobres en consommation et surtout avec peu d'infrastructures, peu d'équipements, un petit panneau solaire, une petite batterie. Dès qu'on travaille sur de l'efficacité énergétique et de la sobriété, avec un minimum d'équipements, on aura un maximum de services. Donc nous, on a toujours travaillé là-dessus, d'un point de vue d'abord ingénierie. On a considérablement beaucoup travaillé avec nos partenaires industriels pour réduire la consommation de nos équipements et aussi pour pouvoir proposer un maximum de services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait nuit à 6 h du soir au Bénin, au Burkina. Il va faire jour à 6 h du matin, donc on aura 12 heures de nuit, qui sont un peu longues quand c'est toute l'année et toute la vie. Et donc avoir un système qui permet d'avoir accès à de la lumière, c'est déjà pas mal. Puis après, rapidement, on a envie d'avoir accès à du divertissement avec de la télé. Et puis il fait quand même super chaud, donc avoir un ventilateur, c'est pas mal. Et puis finalement, boire une bière fraîche, c'est pas mal aussi. Donc au final, ce qu'on voit, c'est que, et encore une fois, Coto vivait mieux, c'était aussi ça, c'est dire comment est-ce qu'on peut apporter à des populations hors réseau, qui n'ont pas accès à ce développement économique et social, des solutions qui vont leur permettre d'y accéder justement. Et tu parles de sobriété, et donc une de nos questions à nous, c'est ok, on crée un besoin, donc on part de la lumière, puis après on a besoin de divertissement, etc. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre ce problème, à la fois d'un point de vue économique, en ayant des équipements qui ne coûtent pas trop cher et qui répondent aux besoins et qui répondent à un service de qualité. C'est-à-dire, il n'est pas question que le frigo s'arrête à un moment pendant la nuit, ni pendant l'année. Quand il y a la CAN et qu'il y a 3 matchs d'affilée, ça vaut le coup de voir les 3 matchs d'affilée et pas juste un. Donc en fait, finalement, il faut savoir travailler en amont, dès la conception des systèmes, sur comment est-ce qu'on va construire ces systèmes-là, à la fois technologiquement, mais aussi commercialement, pour pouvoir les rendre accessibles et en quelque sorte diriger la consommation. C'est-à-dire que nous, notre rôle chez Coto, c'est de rendre
de donner un confort de vie finalement qui soit suivant les 3 piliers du développement durable. Économiquement, pour Coto, il faut que ce soit profitable. Socialement, il faut que le prix soit acceptable et comme on dit en anglais, affordable par les populations. Et puis écologiquement, qu'on ait un minimum d'impact. Donc forcément travailler avec les énergies renouvelables. Donc dans ce cadre-là, nous, la sobriété et l'efficacité énergétique, elles sont au cœur de notre business model. Alors, est-ce que tu partages cette vision de la sobriété ? Oui, pour nous, c'est peut-être un peu différent. Nous, on est des mainteneurs, donc on fait la maintenance des équipements techniques, thermiques dans l'immobilier, que ce soit du tertiaire, que ce soit des hôtels, etc. Donc, la sobriété, moi, j'estime, ou en tous les cas, j'estime à un moment qu'on était peut-être les mieux placés pour l'appliquer, on va dire, sur les équipements dont on avait la maintenance, dont on devait prendre soin. C'est pour ça que nous, dans notre mission, elle commence par coopérons pour que la sobriété soit le moteur de notre société. Ce qu'on dit ensuite sur la sobriété, c'est que, d'accord, c'est la sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'on va être là pour faire des réglages, pour que ça soit de l'efficacité énergétique et pour que nos clients consomment le moins possible, mais c'est aussi de la sobriété de consommation, puisque nous installons aussi des équipements thermiques, et quand dans ma raison d'être et dans ma mission, il y a écrit qu'on est là pour leur faire des économies carbone. Si je leur installe des équipements, forcément, leur empreinte carbone va augmenter. Donc on est là pour faire durer les équipements le plus longtemps possible et clairement pour leur en vendre le moins possible. Donc c'est une sobriété aussi de consommation pour mes clients, mais c'est une sobriété de vente pour moi. Okay, et donc le business model, il est forcément obligé d'évoluer. Et c'est là que ça devient un peu touchy pour un entrepreneur, c'est-à-dire de se dire comment je fais en sorte que j'arrive à vivre de la maintenance et j'arrive à dire à mon client que j'arrive à dire de la maintenance, alors que le business model dans la profession, il est plutôt de se dire je prends un contrat de maintenance et puis je vais vendre du matériel au prix, puisque je suis le tiers de confiance, je vais vendre du matériel au prix que je veux, quoi. Et donc c'est là où voilà, il y a quelque chose que l'on creuse pour se dire comment on peut en vivre et comment on peut être aussi performant pour aller dans ce sens, parce que moi je suis persuadé que c'est le seul sens possible et que vendre des équipements tous les 10 ans à nos clients, c'est pas quelque chose qui est durable, quoi. Audrey, comment vous faites chez EFI alors que vous équipez, vous aidez les particuliers à s'équiper ? Comment ça se concilie avec cette sobriété par rapport à ce qu'Alain vient de dire, c'est-à-dire réduire les consommations ? Ouais. Je dirais qu'effectivement, dans notre secteur, sur l'efficacité énergétique, la sobriété, c'est un concept qui est arrivé quand même très tardivement, parce qu'on parlait beaucoup d'efficacité énergétique, maintenant on parle de sobriété énergétique. Si je reprends la définition de Greenpeace, la sobriété énergétique, c'est la réduction volontaire de consommation d'énergie. Et chez EFI, auprès de nos clients, on n'envisage pas la sobriété avec une perte de confort et une absence de gain sur le pouvoir d'achat. Pour nous, c'est indissociable d'envisager la sobriété auprès des clients avec un maintien du confort. Et on y reviendra parce que nous, on a vraiment une façon d'aborder le sujet de l'efficacité énergétique dans cette logique de voir l'amplification du confort et pas la baisse de confort. Et puis évidemment, le gain du pouvoir d'achat. Et quand on regarde 80% des maisons qui seront en 2050 sont déjà construites, et bien effectivement, la promesse, c'est pas un nouveau logement, en tout cas faire construire un nouveau logement, c'est vraiment votre maison en mieux. Et à partir de là, on se dit que quand on est sur cette réflexion de la maison en mieux, ça nous amène sur des réflexions sur l'efficience de la maison. Et l'efficience, ça appelle tout de suite à des sujets de la compétitivité avec la sobriété. Et aujourd'hui, le premier levier auprès des clients pour pouvoir faire accepter et même s'engager dans la sobriété, c'est les leviers de pouvoir d'achat et c'est les leviers de facture. Donc on va y revenir peut-être sur la deuxième question sur la désirabilité, mais nous ce qu'on voit vraiment pour pouvoir amener et rendre compatible la sobriété avec la compétitivité, c'est qu'il faut qu'il y ait un gain qui soit, il n'y ait pas de perte de confort et qu'il y ait un gain supplémentaire sur le pouvoir d'achat. Merci à nos intervenants pour ces éclairages très intéressants. J'ai un peu envie de réveiller la salle maintenant et de ne pas
On ne sera pas les seuls à parler aujourd'hui. Effectivement, on l'a expliqué là, finalement, les notions de sobriété d'entreprise peuvent apparaître vraiment comme antinomiques. Quand on parle de sobriété, finalement, on questionne en fait les notions de besoin et de désir, là où les entreprises viennent répondre à des besoins de la société ou aux désirs des consommateurs. Donc on est vraiment sur une sorte de paradoxe. Vous le disiez tout à l'heure, ça nécessite, quand on fait de la sobriété, de renoncer, de faire des choix, d'adapter ses modèles de production, peut-être de dire aussi à un consommateur ne consommez pas si vous n'en avez pas besoin, et donc potentiellement avec une perte de gain. Donc quand on est sur des modèles productifs, ça implique de réfléchir finalement à un changement potentiel de modèle économique de l'entreprise. Donc on est très intéressé d'avoir aussi vos retours, puisque vous êtes en présence d'experts de l'énergie chacun dans nos domaines, mais aussi d'ouvrir cette discussion à d'autres secteurs. Donc quels sont finalement, vous de votre côté, dans vos entreprises, les freins que vous rencontrez potentiellement sur cette notion de sobriété? Comment est-ce que vous arrivez à embarquer vos partenaires, vos clients, vos collaborateurs dans les réflexions business que vous pouvez avoir à votre niveau? Je pense qu'il y a un micro qui va circuler dans la salle, ne soyez pas timide. Bonjour, Laurent. Moi, je travaille aussi sur la sobriété, sur l'électricité. Et en fait, mon sentiment, que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est que le terme de sobriété, en fait, c'est un terme qui n'est pas vendeur. Quelqu'un qui est sobre, pour moi, c'est avant tout quelqu'un qui ne boit pas le soir et qui n'est pas marrant. Et du coup, nous, on a changé ce terme. On ne parle plus de sobriété alors que c'est notre cœur de métier. On parle d'anti-gaspi. Parce que nous, on est une entreprise, on est comme vous, on vend des services. Il faut que ce qu'on raconte donne envie. Et gaspiller, ça n'a aucun sens. Et donc voilà, ma proposition, c'est quid de changer le terme sobriété par anti-gaspi. Proposition effectivement très intéressante. On parlera tout à l'heure de la notion de désirabilité. Ça nécessite aussi peut-être d'embarquer d'autres imaginaires, d'autres concepts. Et finalement, quelles sont les innovations que vous avez pu mettre en place, vous de côté? Qu'est-ce que vous aimeriez aussi explorer, vous, en tant qu'entreprise, PME, ETI, grand groupe? En tout cas, c'est vraiment ce partage d'expérience qui nous intéresse aujourd'hui pour construire cette réflexion autour du livre blanc. Merci, moi je vais me lever aussi. Du coup, moi je travaille aussi chez une entreprise qui fait de l'électricité, et nous, en fait, la sobriété, on ne veut plus l'avoir sur la sobriété énergétique parce que pour le moment en France, c'est pas ce qui aura le plus d'impact. On préfère se tourner sur la sobriété matière, la sobriété eau, la sobriété ressources, et c'est là où ça devient intéressant de faire rentrer l'éco-conception. Et nous, du coup, c'est là-dessus qu'on essaie vraiment de travailler, parce qu'il y a le volet, on veut faire de la sobriété pour l'anti-gaspi, je trouve ça très malin, nous on parle plus de modération, mais du coup l'éco-conception, c'est une bonne manière de réduire l'empreinte de tout ce qu'on achète, de tout ce qu'on développe et de tout ce qu'on produit. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention dans la salle. Merci, bonjour, je suis Loïc et je déploie les ENR en France depuis 22 ans. Et j'ai pas réussi à travailler avec aucun de vous deux, d'ailleurs je le regrette. Nous, en fait, toutes les questions de sobriété, en fait, on mélange un peu les deux interventions qui sont venues. Ça passe simplement, on gamifie beaucoup au sein de la société. On fait des concours. Je fais un concours, l'année dernière, j'ai lancé le concours des chaussettes trouées. C'est-à-dire pendant un an, vous ramenez vos chaussettes si elles sont trouées, parce que si elles sont trouées, ça veut dire que vous les usez jusqu'au bout. Et c'est pas l'histoire de gagner le concours de chaussettes trouées, celui qui ramène le plus de chaussettes trouées. En fait, c'est que tout au long de l'année, ça a été l'occasion de rappeler très régulièrement, en fait, ce que c'est que toutes ces histoires de consommation, d'être rationnel, raisonné, raisonnable dans sa façon de consommer en général l'électricité et l'énergie en particulier. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'en tant que producteur, je sais à quel prix je produis l'énergie et je me lamente de ne pas réussir à en faire profiter directement les citoyens du faible coût de l'énergie que je produis. Et j'ai même embauché, j'ai créé des postes pour ça dans ma boîte. Et aujourd'hui, on n'y arrive toujours pas. Voilà, merci. Merci pour ces éclairages très riches. Je propose qu'on, sauf s'il y a une dernière intervention très courte. Oui, madame. Oui,
Bonjour, Élise Brugger, je travaille dans l'entreprise qui s'appelle Holosolis. Et en fait, je voulais juste rebondir sur le propos de monsieur sur l'éco-conception. Je pense qu'un autre point de la sobriété, c'est aussi le sourcing et la provenance aussi aujourd'hui de notre consommation. On est dans une société de services. Et aujourd'hui, aussi relocaliser, voir comment on conçoit aussi nos produits dans le terme d'où ils viennent, c'est aussi important pour la répartition de la valeur. Voilà, merci. Tout à fait, un point exactement très intéressant. Je propose qu'on passe à la deuxième séquence de cette table ronde. On a parlé de rapporter un peu de jeu, finalement, dans cette transition énergétique, de joie. Et comment est-ce qu'on rend cette transition énergétique désirable? Je te laisse la main, Mélisse. J'ai beaucoup aimé le concours des chaussettes trouées. Et justement, ça fait une excellente transition avec la seconde question qui porte sur le récit collectif que l'on peut créer pour notre société. Les entreprises et les associations, évidemment, mais je parle à 3 personnes d'entreprises. Donc, j'aimerais savoir comment les entreprises peuvent contribuer à bâtir ce récit, alors qu'on sait qu'elles sont aussi à l'origine de certains modes de consommation et de la transformation de ces modes de consommation. Alain, j'aimerais commencer avec toi, parce que je sais que tu as un super exemple sur ça. Oui, alors déjà une remarque sur ce qui a été dit. Nous, on a mis le mot sobriété dans la mission. Et j'estime, quand on l'a mis de manière collective avec mes collaborateurs, que le mot, il nous dépasse encore. Donc en fait, tous les mots qui ont été redits, je les trouve très très bien. Ils veulent dire parfois un petit peu autre chose. Et ben, si le mot sobriété est galvaudé, c'est peut-être que tout le monde n'a pas encore exploré tous les sujets du mot sobriété. Et moi, j'aime bien, mais en tous les cas, nous, on est dans une mission. Donc c'est normal aussi que le mot nous dépasse, parce qu'on va vers... Et donc, il est intéressant. Et puis, chacun fait avec les mots qu'il a pour aller sur son chemin. C'est ce que j'ai envie de dire. Nous, on va dire, le sujet de désirabilité, il est essentiel. Hein. Je ne veux pas faire la sociologie ou la philosophie, mais on est là quand même pour faire changer des référentiels de pensée. On a des âges différents, mais on est tous nés en tous les cas, dans une société de consommation où tout était possible. Le sujet, le mot de la sobriété qui a été très employé il y a 2 ans à l'époque de la crise ukrainienne, de la crise énergétique, il était intéressant et il a fait toucher du doigt à tout le monde ce que c'était. Et c'était une très bonne chose, et c'était une très bonne chose pour nous, en tous les cas, pour nous aider dans le discours. Mais on va dire, quand tout à l'heure je parle de sobriété de consommation et de vente, quand je parle aussi de durabilité des matériaux, il faut bien se rendre compte que moi, je pilote un collectif de techniciens sur lequel on leur a raconté toute leur avis que la machine la plus moderne, c'est la plus belle et sur laquelle ils seront le plus fiers de travailler. Et ce que j'essaie de leur enseigner aujourd'hui, c'est qu'une vieille machine, elle est aussi désirable parce qu'on en a pris soin pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, et que c'est ce système de désirabilité qui est intéressant. Et de le dire aussi aux clients, aussi d'aller raconter à un client que non, il n'a peut-être pas besoin de changer sa machine, alors que je vais faire de l'argent dessus. C'est aussi un sujet aussi de se dire comment on change le référentiel. Nous, c'est un petit exemple, mais en tous les cas, pour illustrer ce sujet de désirabilité et de travailler sur la durabilité, on a fait juste une petite campagne de photos en mettant la photo du technicien, son âge, à côté de la machine dont il avait pris soin, partiellement ou non, parce que quelquefois les techniciens ils sont sur un site depuis 1 an ou 2 ans, et puis avec l'âge de la machine. Et de leur dire, ben oui, mais cette machine-là, ben ça fait 20 ans que quelqu'un en prend soin. Elle a aussi, je ne dis pas qu'elle est sentante, la machine, pas du tout, mais on va dire, il peut y avoir aussi un sujet de désirabilité sur ces choses, et sur une désirabilité on va dire, quelque part d'un objet qui a duré et dont on a pris soin. Et tous ces systèmes de construction, ben, je pense que c'est des petites idées. Quand on parlait des chaussettes trouées, ben, c'est quelque part, c'est des petites idées qui font ou qui donnent des images à ben, ce que l'on peut faire différemment, quoi. Et forcément, il faudra faire différemment, quoi. Oui. Alors c'est vrai que le sujet de la désirabilité, c'est un vrai sujet. Moi, je pense qu'il faut arriver à pouvoir montrer les bénéfices et à raconter les histoires autour des bénéfices de la sobriété. Ces bénéfices, ils sont multiples. Hein. Enfin, sur l'énergie, c'est assez simple, quelque part, à raconter les bénéfices, puisqu'on va avoir des bénéfices qui sont économiques, je le disais tout à l'heure, sur la facture. On va avoir des bénéfices qui vont être patrimoniaux. Aujourd'hui, dans le domaine des logements, quand vous vendez un bien qui est classé G, il se vend 16% moins bien.
un prix moins cher qu'un logement qui est classé D. Vous allez avoir des bénéfices qui peuvent être esthétiques. Quand on fait une isolation par l'extérieur du mur d'une maison, on a un bénéfice qui est un ravalement, donc on a un bénéfice esthétique. On peut avoir un bénéfice usuel. Quand vous changez votre vieille chaudière fuel par une chaudière, par une pompe à chaleur par exemple, eh ben vous avez plus cette logique de remplir votre cuve à fuel, que ça sente mauvais. Donc vous avez des bénéfices qui vont être des bénéfices, on va dire, d'usage. Et ça, c'est extrêmement important d'embarquer le sujet au-delà de simplement de parler de sobriété, parce que c'est tous ces bénéfices-là qui vont être perçus par le client en plus de son effort sur la sobriété. Et puis après, je pense qu'il y a vraiment un enjeu sur la partie, je revenais sur votre expression sur la partie chasse au gaspille. C'est vrai que c'est le bon sens de la sobriété. En fait, c'est ce qu'on appelait la chasse au gaspille et de jouer sur ce levier-là. Mais ce levier-là, il reste assez négatif. C'est empêcher de gaspiller. Et il n'y a pas forcément le levier positif de désirabilité. Et donc c'est vrai que d'aller plus loin, nous on pense que des discours sur la privation, moi ça m'a vraiment choqué et même je me suis dit mais comment ils peuvent encore en être là, d'avoir les campagnes de sobriété énergétique en 2022, vous savez quand il y avait la guerre en Ukraine et qu'on était sur des logiques de sécurité d'approvisionnement, d'être sur des discours sur 19 degrés. Moi ça m'a choqué parce que je me suis dit en fait ils vont le faire one shot, ça va marcher, peut-être. 19 degrés, effectivement, tout le monde va jouer à un côté responsable, parce qu'il y a une crainte, parce qu'on est un peu au pied du mur, mais ça ne va pas être dans la durée. Et d'ailleurs, quand on regarde, effectivement, vous voyez, il y a eu des baisses de consommation de manière évidente. RTE parle entre 9 et 10% de baisse de la consommation d'électricité. Mais la réalité, c'est que la baisse de la consommation, elle ne se serait peut-être pas passée de la même façon si on n'avait pas eu en parallèle des hausses du prix de l'électricité au même moment. Et donc, en fait, c'est très compliqué de pouvoir se dire que, et en tout cas, c'est one shot, ce n'est pas pérennisable. Et donc, nous, en fait, c'est pour ça que je parlais d'efficience tout à l'heure, dans notre réflexion, on essaye d'embarquer des logiques de modernité. Et donc, on se dit, finalement, quand vous allez économiser de l'énergie, vous allez être vers finalement, apporter apporter le progrès énergétique maison après maison, parce que ça nous paraît être quelque chose qui raconte la désirabilité, la fierté. On a sur nos clients panneaux solaires, c'est nos meilleurs ambassadeurs, et le bouche à oreille se passe beaucoup à travers le fait de raconter l'histoire. Je me suis équipée avec des panneaux solaires, demain je m'équiperai avec une batterie Tesla, et d'ailleurs vous le voyez bien dans le véhicule électrique, ce qui a amené les gens à passer à l'électrique, c'est d'abord parce qu'on avait un véhicule très haut de gamme, très cher, très désirable. Et donc en fait, voilà, je pense que parfois on se satisfait un peu d'être dans une espèce de noblesse de privation. Nous, on ne croit pas du tout à cette logique de privation pour amener les gens vers la sobriété. On croit plutôt à des réflexions d'amener les gens dans le monde moderne. Bon, on a eu 2 interventions. Au mieux, on peut dire qu'elles sont complémentaires. Et au pire, on peut dire qu'il y a quand même un gros débat qui vient de se créer. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux résoudre le dilemme? Je ne suis pas sûr. Nous, on est, comme vous l'avez compris, on travaille en Afrique, donc on est vraiment dans une autre problématique d'acceptabilité, parce que finalement, la transition énergétique, elle implique du changement. On est tous dérangés quand on nous demande de changer. Et c'est vrai aussi pour des populations rurales d'Afrique subsaharienne. Je disais tout à l'heure qu'on partait d'une page presque blanche. En fait, ce n'est pas exactement vrai. C'est-à-dire qu'en zone rurale, les familles les plus riches peuvent se payer un générateur thermique et donc avoir accès à l'électricité. Alors, c'est souvent un service qui est très coûteux, bruyant, qui tombe en panne, qui utilise des systèmes qui sont assez peu efficaces énergétiquement. Et du coup, finalement, amener ces familles-là déjà vers la transition énergétique, c'est un challenge, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elles utilisent une techno qui fonctionne et dont ils connaissent les limites. Ils savent l'utiliser, ils savent quand ça va tomber en panne, ils connaissent tous les tenants et les aboutissants de cette solution-là. Et finalement, les faire transiter, ça se dit, évoluer vers une solution renouvelable, c'était un vrai challenge. Nous, on a un client, prof de maths, qui dépensait à peu près 1200-1500 CFA par jour en électricité. Et notre système, il coûte 600 francs CFA par jour, parce qu'on le vend sur 3 ans. Et donc, au bout de 2 minutes, il a dit « Laisse tomber, te casse pas, j'ai compris, j'ai fait les maths, vas-y, je prends ton système. » Et donc, il a pris son système, et puis on l'a suivi, parce que c'était un de mes premiers clients, donc j'allais le voir. Il utilisait le système pour s'éclairer, pour regarder la télé, pour recharger son ordinateur. Prof de maths, il corrigeait des copies. Et donc, j'ai pas mal parlé avec lui pendant les premiers mois pour comprendre. Il me dit « Ça marche super bien, je suis hyper content. »
Mais en fait, la vraie révélation, elle a eu lieu 3 ans plus tard. Quand il avait fini de payer son système, on l'invite au bureau, parce que c'est un de nos premiers clients à avoir fini de payer. Et on discute, il me dit, franchement Jean-Baptiste, j'ai gagné plein d'argent avec toi, parce que franchement, déjà j'ai divisé ma facture énergétique par 2 pendant 3 ans, et aujourd'hui c'est gratuit. Je lui dis, bah, c'est super, et du coup, comment t'as fait avec ton générateur? Il dit, bah, le générateur, je t'avoue, je l'ai gardé quand même 4 mois. Avec moi pour être sûr, parce que s'il y avait un problème avec ton système, eh bien, je pouvais repasser sur mon ancien système. Et je pense que l'enjeu, il est là, en fait, c'est que quand on va vers des solutions innovantes, comme le solaire en Afrique, il y a aussi un besoin de fiabilité et de rassurer nos clients. Aussi bien nos clients qui avaient des générateurs que les nouveaux clients qui parfois ont eu à acheter des panneaux solaires de mauvaise qualité et dont ils se sont rendus compte, finalement, ils ont cru que le solaire, c'était pas fiable. Et nous, on a dû mettre un énorme effort sur la qualité des systèmes, évidemment, sur la maintenance, sur un call center gratuit, sur le service, en fait, c'est tout l'accompagnement des clients. Et je pense que pour l'acceptabilité, même si on peut se dire, bah, c'est évident, tu amènes la lumière, la télé, le ventilo, le froid dans une zone où il n'y a rien, en fait, l'acceptabilité, elle est un peu plus compliquée. En revanche, une fois que c'est acquis, là, on a des gens qui sont dithyrambiques sur ce qu'on leur propose, et ils nous disent, vous avez vraiment changé notre vie. C'est pour ça qu'au début, notre slogan et notre motto, c'était plutôt coteau déclencheur d'autonomie énergétique, économique et sociale, du coup. Et en fait, c'est devenu coteau vivez mieux, parce qu'on parlait du confort tout à l'heure. Et je pense que, comme tu disais, Audrey, il faut aussi accompagner et montrer que la sobriété ou l'anti-gaspi, ou en tout cas la transition, elle va être hyper bénéfique pour chacun. Alors, pour nous, c'est un peu plus facile, je pense, qu'en France, mais peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qu'on fait en Afrique. Merci beaucoup. Très intéressant cette notion de mieux vivre. Et justement, moi, je m'interroge, parce que quand je regarde le récent sondage de l'ADEME qui est sorti en 2023 sur les Français et l'environnement, on a près d'un moitié des Français qui sont prêts à changer leurs habitudes pour protéger, en tout cas réduire l'impact sur l'environnement. Mais en même temps, on voit bien que les idéaux de pouvoir d'achat, de consommation sont encore très ancrés dans les mentalités et restent quand même au sommet de la hiérarchie, en tout cas des valeurs de notre société. Donc on a une sorte de dissonance cognitive qui s'installe. Et on l'a vu avec la crise énergétique, tu mentionnais tout à l'heure les campagnes pour la sobriété énergétique dans les ménages. Une transition énergétique qui est perçue comme plutôt subie que comme choisie. Quelque chose qui embarque des notions de régression. Tu mentionnais tout à l'heure, Audrey, la modernité. Moi, j'ai entendu dans vos discours plutôt des concepts positifs, hein, le mieux vivre, le prendre soin, coopérer, rassurer. On a beaucoup parlé de la notion de confiance. Donc moi, je m'interroge et j'aimerais un peu avoir votre point de vue, vous participants. Comment est-ce que vous percevez parmi vos clients, vos partenaires, cette perception de la transition énergétique? Et quels sont finalement les discours qui fonctionnent le mieux? Qu'est-ce qui arrive à les embarquer en fait, dans cette transition collective? Et comment finalement on peut embarquer les modèles d'entreprise, les collaborateurs, les partenaires dans cette démarche? Vous avez 3 heures, ce sera noté à la fin. Du coup, juste pour partager que je rejoins ce qui a été dit, nous, on aide les particuliers à réduire leur consommation d'électricité. Et ce qui marche, c'est la baisse de la facture, surtout récemment. C'est un premier élément. Et le deuxième élément qui marche, c'est l'anti-gaspi. Donc je ne suis pas d'accord avec vous, Audrey, hein, sur l'anti-gaspi. La sobriété, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment faire de la sobriété. C'est pas gagné de rendre l'anti-gaspi désirable, mais je pense que vous avez hyper bien posé la question. C'est ça notre enjeu, nous, c'est de rendre ça désirable. Et je trouve que c'est très intéressant aussi d'avoir votre expérience, et j'en profite pour poser une question à Alain, pour savoir, vous qui êtes vraiment dans la sobriété, dans votre business model, est-ce que c'est un élément qui vous permet de mieux vendre, d'avoir plus de clients, est-ce que ça a un intérêt économique pour vous dans votre entreprise d'être sur la sobriété et de faire durer ces machines plus longtemps? Économique, j'ai dit que non tout à l'heure, donc il faut plutôt essayer de trouver un nouveau modèle. Après, moi j'ai un commercial qui me dit que quand je viens parler sobriété à mes clients, j'allume de la lumière dans leurs yeux. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut travailler, se dire comment je peux rebondir pour pouvoir en vivre, pour pouvoir être performant autour de ça,
et de se dire il y a quelque chose à creuser là-dedans. Moi, je pense que, voilà, on a parlé de gains, etc. Oui, pourquoi pas, mais je pense que chacun aussi cherche à raconter des histoires, à se raconter des histoires, sa propre histoire, et y compris professionnellement. Et c'est intéressant d'aller chercher ça et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Chacun a envie de se dire qu'est-ce que lui-même est en train de faire. Et donc, oui, commercialement, je pense qu'il y a des avantages concurrentiels à trouver là-dessus en portant ce type de discours. Alors après, je ne suis pas en train de dire que ce sont des discours qui sont performants, hein, mais c'est autre chose. Dans tous les cas, ils sont sûrement concurrentiels. Oui, bonjour. Moi, je travaille dans la tech et en fait, on essaye de faire de la réduction d'énergie. Et en fait, on voit que les réductions d'énergie permettent la place d'une nouvelle consommation, surtout avec l'IA. Et on voit que ça démotive certains employés en fait, de voir que finalement, ça ne sert pas à grand-chose de faire l'effort parce qu'il y a toujours une consommation supplémentaire qui arrive derrière. Et bien sûr, s'il y avait un effet cumulatif, ça serait pire, mais il y a le côté de faire de la place pour autre chose, plutôt qu'une vraie réduction. Effectivement, c'est ce fameux effet rebond dont on parle souvent. Merci. Nous, ce qu'on perçoit, en fait, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a parler aux clients, qu'ils soient pro ou perso, le réussir du coup à avoir une réglementation en fait qui va dans le bon sens. Les pompes à chaleur, je pense qu'aujourd'hui la communication est suffisamment bonne pour que tout le monde ait compris l'intérêt, mais on va nous répondre oui mais c'est trop cher. Du coup avec la réglementation, on s'est dit ça peut être une bonne occasion pour essayer de pousser. Sauf que maintenant on nous dit ah oui mais maintenant les lettres A, B, C, D, E, F, G c'est trop contraignant. Donc c'est vrai que du coup il y a un moment l'entreprise elle est limitée parce qu'évidemment il faut que la réglementation vienne jouer et du coup il faut aussi qu'en termes de gouvernance dans les entreprises, on soit aussi vraiment sensibilisé à ça. Et c'est là où, dans le discours, en fait, nous, on a senti que sobriété, c'est plus à la mode du tout. Donc, en fait, on vient plutôt leur faire peur. On vient leur dire, attention, il y a des risques. Parce que si vous n'êtes pas sobre, je reviens sur ce que je disais sur l'éco-conception, ouais, mais dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, le sable, il n'y en a plus, l'acier, il n'y en a plus, les Chinois ne nous fournissent plus les chips, etc. Donc là, tout de suite, ça peut parler. Donc, je dirais, effectivement, à la fin, c'est assez classique. Il y a parler au grand public, parler aux industriels et parler à la gouvernance. Pour le moment, ce qui semble mieux marcher, c'est faire peur. Le cerveau humain, a priori, fonctionne comme cela, mais néanmoins, on peut essayer d'aller vers d'autres imaginaires. Oui, monsieur ? Je sens pas trop tout ce qui est de la contrainte ou qui fait peur, que ce soit il y aura des risques ou l'interdiction ou les mots de punitifs ou tout ça. Je suis le patron de Myrium, pardon, je me suis pas présenté. Le truc auquel finalement je crois plus, c'est quand on a réussi à ce que quelque chose de différent finalement soit là, soit désirable et devienne quelque part le nouveau standard dont on a envie. Je prends juste une image. En ce moment, je travaille beaucoup, je réfléchis pas mal sur la ville et la transformation de la ville. Et donc, j'ai l'œil un peu plus ouvert. Bon, je suis venu en métro ce matin. Quand je suis sorti du métro et que j'ai traversé pour aller à CTU, on sort du métro. On traverse une grande avenue dans laquelle d'abord c'est les vélos, puis après c'est le tram. C'est hyper végétalisé, il y a vachement d'espace, puis on arrive à CTU. Bon, là, voilà, on est plutôt bien là. Et le chemin pour arriver jusqu'ici, mais c'est hyper vert, avec un peu de verdure sauvage. Pas de trucs bien au carré, comme les jardins à la française. Bon, donc ok, on est dans Paris, on est chez les bobos, c'est pas partout comme ça. Ok, d'accord. Mais déjà ici, c'est pas mal. Et quand on aura pratiqué ça, finalement, on se dit, ouais, ok, il y a eu des travaux, ok, c'était très chiant pendant longtemps. Mais je pense que là, ouais, il y a un truc qui a changé et dont on aura un petit peu plus envie. Alors pour des équipements très techniques, pour une pompe à chaleur, pour des trucs économiques, bon, évidemment, c'est pas la même équation. Mais je crois plus à effectivement faire tilter qu'à un moment, des choses qui sont en train, sont réalistes, sont désirables, et c'est pas l'horreur, au contraire, quoi. Voilà. Une dernière intervention. Oui, merci. Il y a un truc qui est commun et je trouve qui résonne, qui est super intéressant, aussi bien chez Alain, Jean-Baptiste, Audrey, Marine, Mélisse, c'est ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui.
là à l'instant, c'est quelque chose qui est un peu de l'ordre du sens et de la proximité. Et au-delà, je partage aussi, je pense pas du tout que les Chinois, en fait, ça fait peur. Ce qui va se passer demain, demain il y a un risque, donc du coup je dois agir maintenant, et c'est pour ça que je vais agir. En fait, on agit toujours pour ce qui est proche de nous, et c'est ça qui a beaucoup de sens, et c'est pour ça que aussi, dans les énergies décentralisées, ce qui va fonctionner, je crois, demain, c'est qu'il y ait du sens entre la prod et le consommateur. C'est quand vous dites que vous associez, qu'il y a une image où on va associer le technicien et sa machine, en fait, je crée aussi quelque chose qui est de l'ordre de ce rapport-là. Et je pense que demain, au-delà de la sobriété ou pas sobriété, ce qui va permettre en tout cas de consommer mieux, mais aussi ce que vous avez indiqué par rapport à vos nouvelles orientations en Afrique, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de, pour donner du sens, il faut se rapprocher en fait des gens qui vont être les premiers usagers, je veux dire, ou les premiers consommateurs de ce qu'on produit. Je crois que c'est aussi le projet de Elmi aussi, c'était déjà celui d'Équateur. Et voilà. Donc pour moi, au-delà de la sobriété, c'est déjà consommer mieux. Et pour consommer mieux, il faut juste renforcer le sens de nos actions. Merci à tous pour ces apports très riches également. Vous mentionniez tout à l'heure, monsieur, la question de la réglementation. Et on va ouvrir maintenant la troisième et dernière séquence de cette discussion. Très intéressant d'essayer de réfléchir à quels espaces possibles ou quelles contraintes finalement cette réglementation impose ou permet dans cette transition énergétique. Donc très intéressé d'entendre aussi les intervenants sur ce sujet. Je voudrais juste, avant de parler de la réglementation, rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a un vrai enjeu avec la crédibilité. Et vous l'avez évoqué quand vous avez parlé de votre arrivée ici, et vous l'avez aussi un peu évoqué, c'est qu'il faut que ce soit hyper tangible pour les gens. Et tant que ce n'est pas tangible et que ce n'est pas vécu, en fait, ils ne perçoivent pas le bénéfice. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on aura un saut quantique dans la désirabilité quand on aura des gens qui ont vécu le passage à de la sobriété, ou moi j'appelle ça du progrès énergétique, mais en tout cas à avoir changé ses habitudes et pouvoir montrer qu'en réalité ça a amélioré leur vie, que ça a amélioré leur vie d'avoir, on va reprendre l'exemple de la pompe à chaleur plutôt que la chaudière à fioul, que ça a amélioré leur vie de se dire je produis, ou en tout cas leur fierté de se dire j'ai des panneaux solaires sur mon toit et je consomme ce que je produis. Donc il faut que tout ça, ça puisse être du témoignage. Et aujourd'hui, et je reprends le véhicule électrique parce que je trouve que le véhicule électrique, il est parfait là-dessus. Quelqu'un qui a conduit un véhicule électrique vous dit « je ne reviendrai jamais au véhicule thermique ». Parce qu'en fait, une fois qu'il a fait l'expérience, il ne veut pas revenir en arrière. Et donc, en fait, je pense qu'il y a donc cette proximité dont vous parliez, il y a aussi ça. Il y a vraiment de pouvoir se rapprocher des gens qui en ont fait l'expérience et qui peuvent en témoigner. Et je pense qu'on ne joue pas assez là-dessus. On joue plus parfois sur la peur, mais ça marche. Hein. La peur, la guerre en Ukraine, sécurité d'approvisionnement, gaz, élec, ça a très très bien marché. Je pense que c'est encore une fois, ça reste efficace, très court terme. On ne pourra pas dire au loup tous les ans pour dire qu'on risque d'avoir des pannes, sauf si vraiment on est au pied du mur, dans des logiques Covid ou quoi. Mais je pense que voilà, c'est peut-être pas une réflexion trop long terme. Pour revenir au sujet de la réglementation, alors oui, dans la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'il faudrait plus pour accélérer, massifier la transition énergétique. Moi, j'ai tendance... Alors, moi, dans mes anciennes vies, effectivement, tu le rappelais, en fédération, notre sujet, c'était évidemment faire du lobbying. C'est aussi mon action chez EFI un peu. Là, peut-être le premier lobbying que je ferais aujourd'hui, c'est stabiliser les choses. Donc, ne faites plus rien. Et c'est vrai que j'en plaisantais en préparant la table ronde de dire que j'avais entendu finalement quand on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de nouvelles règles, et peut-être que quand on n'a pas de nouvelles règles, on stabilise, et c'est peut-être pas mal pour certains entrepreneurs qui veulent avancer. C'est une boutade, parce qu'évidemment qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'un budget, on va avoir besoin d'un peu de visibilité, mais justement, en fait, aujourd'hui, on pâtit quand même beaucoup de l'instabilité des politiques publiques. Moi, ce que je souhaite, mon vœu là aujourd'hui, c'est que les politiques aient de la suite dans les idées et qu'ils viennent au bout de leur volonté d'une mesure qu'ils ont lancée il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 6 mois.
Je vous donne un exemple sur les aides et sur les subventions, parce que c'est ça qui, aujourd'hui, sur certains équipements qui impactent beaucoup les choix des consommateurs, on a eu des changements de réglementation sur la dernière année 5 fois. Que ce soit des hausses, des baisses, des éligibilités. Donc les gens n'y comprennent plus rien. Et en fait, au bout d'un moment, en réalité, c'est contre-productif. Chacun veut laisser un peu sa marque, son nom à la dernière, et ils vont se dire « Ah, je vais simplifier ce qu'a fait le précédent », et donc on n'y comprend rien. Donc mon premier point, c'est stabilisons et essayons d'avoir un peu de suite dans les idées, dans les politiques qui sont menées. Deuxième sujet, c'est la cohérence. Les gens, en fait, se disent si la mesure est prise, c'est parce que derrière, il y a une volonté, il y a une cohérence. Et je vous donne 2 exemples d'incohérence dans mon secteur. Il y a une incohérence qui existe toujours, qui est les panneaux photovoltaïques, la fiscalité sur les panneaux photovoltaïques. Vous avez des panneaux photovoltaïques moins de 3 kg, vous êtes fiscalisé, vous payez un TVA à 10%. Au-dessus de 3 kg, vous payez une TVA 20%. La raison de ça, c'est des raisons qui étaient historiques, qui encourageaient plutôt aux petites surfaces sur la maison, mais qui n'a plus lieu d'être. Mais pourtant, les clients nous disent si le gouvernement a fait une fiscalité différente, c'est parce que ça doit être mieux d'avoir des 3 kilos sur le toit. Ça, c'est la première incohérence. Deuxième incohérence énorme qui a eu lieu en début d'année, c'était on va vous aider pour changer votre système de chauffage, mais par contre, on ne vous aide plus lorsque vous faites une isolation. Ah ouais, mais alors on nous a toujours dit qu'il fallait d'abord isoler avant de changer son système de chauffage, on n'y comprend plus rien. Ça, c'est la cohérence. Donc ça, les politiques, ils mettent leurs pattes, mais ils ont oublié que, quelque part, on a quand même eu des discours un peu historiques, cohérents auprès des particuliers, et les particuliers, ils sont sensibles. Et le troisième sujet, je dirais que c'est toute la réflexion qui est bien au-delà. Souvent, on se dit que pour amener une solution, on met plus d'argent, on met plus de primes, on met plus d'aides, on met plus de subventions, on exonère fiscalement. Parfois, il y a des solutions qui permettent de massifier par des sujets plus administratifs, de durée. Aujourd'hui, quand vous voulez faire une rénovation globale, nous, on s'est lancé dans ce sujet de la rénovation d'ampleur. Aujourd'hui, pour avoir une réponse positive de l'ANA, il faut 4 mois. 4 mois pour avoir une prime. Et vous ne pouvez pas commencer vos travaux tant que vous n'avez pas reçu la validation de l'ANA pour votre prime. Donc 4 mois déjà pour avoir une prime, et après vous vous lancez dans les travaux qui durent au moins 6 mois. Donc vous vous rendez compte que déjà, c'est tout un cheminement pour la personne de se dire je vais faire des travaux d'ampleur chez moi, voilà, je vais faire un vrai pas écologique. Si on est dans des durées comme ça, on a le temps de décourager les gens dans leur bonne initiative. Alors je me tourne vers toi, je rajoute une toute petite question à ça, parce que je crois savoir que vous êtes à peu près d'accord sur certaines choses, mais n'hésite pas à me corriger. Audrey parlait de stabiliser les choses. Mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin de planifier un petit peu plus et mieux? Alors, moi, c'est ce que je pense, mais personnellement, là, dans la salle, s'il y a des entrepreneurs, je pense que par rapport aux réglementations, on a tous des envies différentes. On a tous des sujets sur lesquels on n'est pas forcément très satisfait, mais il y a aussi, surtout, une réglementation sur laquelle on s'adapte. Donc moi, je suis tout à fait d'accord sur, le fait qu'il ne faut pas qu'elle change tous les 4 matins, et aussi qu'elle soit cohérente pour qu'on puisse suivre une réglementation. Moi, j'ai été particulièrement intéressé par ce qu'avait fait le Shift Project par rapport à quelque chose qui est une planification, et je dis aussi bravo au mouvement Impact France pour écrire ce livre blanc, parce que je pense aussi que dans toute réglementation, nous, au mouvement Impact France, on a quand même besoin d'apporter du sens, et commencer à dire sur les énergies qu'il faut qu'elles soient inclusives, qu'il y ait de la coopération, qu'il y ait du partage, qu'il y ait de la sobriété. Je pense qu'on puisse travailler dessus. Ce sont des sujets qui sont essentiels pour moi, et sur lesquels on a besoin de rallier aussi des entrepreneurs pour dire on est d'accord avec ça, et de toute façon, sur ce type de système, on sera prêt à construire quelque chose et à s'adapter, parce que là-dessus, il y aura de la cohérence, et il y aura aussi, on va dire, quelque chose qui est en long terme, quoi. Jean-Baptiste, tu opères en Afrique, donc la question, on va te la poser aussi, mais on va te la poser différemment. Quelles sont les différences fondamentales, et comment est-ce que toi, tu perçois les évolutions nécessaires en Europe, et comment est-ce que ça se transpose en Afrique et dans l'autre sens, en fait? Alors, sur la question de gouvernance et des réglementations, en Afrique, évidemment, les énergies renouvelables, ce n'est pas au cœur du sujet encore, parce qu'il y a d'abord une problématique de développement d'infrastructures.
Néanmoins, je pense qu'on a à peu près les mêmes problématiques qu'ici, à savoir peut-être une vision à long terme et qui soit mise en œuvre. C'est-à-dire que typiquement en Afrique, on a des exonérations de droits de douane sur du matériel renouvelable qui est dans la loi, qui est compliqué à mettre en place, de faire appliquer en fait, parce que c'est souvent un manque d'information. Et puis, il n'y a pas tellement d'homogénéité au sein d'une même communauté, même la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ce qui est à peu près qu'on pourrait comparer à l'Europe. C'est pas très homogène. Et en fait, finalement, le problème de transition énergétique, il ne concerne pas que la France, il concerne le monde entier, évidemment. Et donc, avoir cette vision à long terme, et peut-être c'est le moyen de pouvoir le développer et en tout cas le faire adopter par d'autres pays et d'autres communautés d'États pour pouvoir avoir plus d'efficacité et de puissance. Alors, c'est déjà compliqué de se mettre d'accord tout seul. Alors, peut-être pas intégrer l'Europe tout de suite, mais je pense qu'il faut bien commencer quelque part. Et justement, on parlait du livre blanc tout à l'heure. Je pense que des mouvements qui réunissent des entrepreneurs, mais aussi un peu toutes les personnes de la société civile ont vraiment un rôle à jouer là-dedans. Et à la fin, si ça représente aussi les besoins du consommateur, qui est aussi un électeur, c'est peut-être pas forcément idiot. Voilà. Donc un livre blanc qui pourrait aider nos gouvernances à la fois françaises, européennes, voire mondiales, ça serait pas mal. Non, je voulais redire aussi quelque chose. Frédéric parlait tout à l'heure que quand il est sorti du métro, ce qu'il a vu, moi je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, quand on a commencé à faire des pistes cyclables dans Paris et qu'on a commencé à vouloir installer un tram, les systèmes de désirabilité, ils n'étaient pas forcément présents chez tous les citoyens. Donc il a fallu avoir une certaine forme de courage pour aller plus loin et pour les construire. Et de tous les gouvernements, quand il y a des choses qui ont été faites, mais je trouve que ça va dans le bon sens. Et très sincèrement, je pense que ce qui est appliqué, ça va tous dans le bon sens. Ça va peut-être pas assez vite, mais ça va dans le bon sens. Et nos systèmes de désirabilité se transforment et ça va dans le bon sens. Et le fait qu'on se retrouve ici dans des universités on va dire comment ça se dit, université des entreprises de demain? Non, je sais pas. De l'économie de demain, pardon. Mais en fait, ça veut dire que on a envie que quelque chose change et on a envie que ça aille dans ce sens. Donc tout ça, c'est positif. Et quand on parle de livre blanc, c'est de se dire comment on peut se mettre autour de la table pour coopérer et pour aller dans ce sens, pour justement aller dans ce sens qui sera après désirable pour tout le monde, quoi. Tu dis les entreprises de demain, mais en fait, c'est les entreprises d'aujourd'hui. Hein. Donc, ça serait bien que on n'attende pas que la gouvernance, elle se fasse demain pour les entreprises de demain et d'après-demain, mais qu'on s'y mette maintenant, quoi. Pardon. Et justement, on va s'y mettre maintenant et tous collectivement. Donc c'est vraiment, comme vous l'avez compris, la volonté de ce livre blanc d'avoir une réflexion collective et transversale et pas uniquement des énergéticiens dans leur coin qui ont des discours très techniques, mais vraiment d'embarquer tous les secteurs de l'économie. Donc on a vraiment eu cette volonté-là d'ouvrir la discussion et n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette réflexion. Vraiment, c'est un appel à contribution. N'hésitez pas à manifester votre intérêt pour cette task force et les travaux de cette task force énergie du MIF. Donc comment est-ce qu'on a construit ce livre blanc? Quelques mots et après j'ouvrirai les questions dessus. Autour de 4 axes de réflexion qu'on a un petit peu esquissé dans cette discussion. Donc le premier, vous l'avez compris, la notion de sobriété, comment finalement encourager, soutenir cette notion de sobriété. Alors on peut éventuellement discuter aussi de ce concept, hein, peut-être l'appeler autrement, mais en tout cas le rendre désirable. Le deuxième axe, c'est aussi d'encourager la consommation d'énergie renouvelable à un prix juste, abordable, qui permettent en fait un gain aussi pour le consommateur, un mieux vivre, en tout cas d'aller vers le mieux. Et le troisième axe qui consiste à renforcer la transparence pour restaurer la confiance. On a aussi beaucoup parlé de la confiance, hein, que ce soit Audrey ou même toi Jean-Baptiste. Et finalement aussi cette question importante de la planification écologique, vers quel désir en fait on va, quelle est l'économie de demain vers laquelle on veut tendre et quels sont les objectifs finalement qu'on se fixe et quel est le chemin à suivre à partir de là. Donc moi ce qui m'intéresse ici c'est d'avoir vos impressions sur voilà, les travaux de ce livre blanc. Est-ce que ça vous donne envie de nous rejoindre dans cette aventure collective, cette réflexion collective? Donc j'ouvre le micro à la salle.
Bonjour, Jean-Charles Collaroy, Coenov. Merci pour cette table ronde et pour les travaux. Peut-être sur ce livre blanc, il y a une notion, dont vous avez un tout petit peu parlé, mais là vous ne l'avez pas cité dans le livre blanc, c'est l'efficacité énergétique. C'est quand même une des composantes très fortes de la baisse des consommations. Il y a certes la sobriété, il y a certes l'exploitation-maintenance. Alors, quand on parle d'efficacité énergétique, on parle aussi de progrès technique. Je sais que ça peut être tabou parce qu'il y a des différences de point de vue, parfois politiques aussi, entre est-ce que l'innovation est une composante importante pour résoudre nos problématiques de transition écologique. Moi, je pense que c'est important. Voilà. Donc, le mot, je ne l'ai pas entendu là, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et c'est tout à fait juste. En tout cas, c'est pas du tout une notion qu'on a exclue effectivement de nos réflexions. On n'a pas tout détaillé ici, mais ça fait bien sûr partie. C'est une des briques, évidemment, de ce livre-blanc. Je vais peut-être laisser aussi les intervenants réagir. Ouais, alors sur l'innovation, nous, c'est sûr que tous les équipements qu'on installe en Afrique, paradoxalement, ils sont bien plus innovants que ceux qui sont dans la plupart des foyers en France. Je parle de frigos, par exemple, qui sont super innovants, très peu consommateurs d'énergie, qui fonctionnent sans batterie, juste avec un panneau. Nos télés, on a beaucoup travaillé avec, par exemple, nos industriels. On est passé d'une télé qui consomme 40 watts, la même télé que vous avez chez vous, qui consomme 40 watts. Nous, on l'a fait descendre à 19 watts. Alors, on n'est pas en train d'envoyer quelque chose sur la Lune. On fait un truc tout con, mais on divise par deux la consommation avec... on change rien dans la télé, on change rien dans le matos, on change des paramètres dans le soft. Donc, c'est rien du tout. On divise par deux la consommation de la télé. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour quelqu'un qui veut regarder 2 heures de match ou 3 heures de match, plutôt qu'1 heure et demie, voir le match tout entier, ça veut dire beaucoup. Voilà. Non, mais effectivement, c'est un peu cette confusion parfois entre sobriété, efficacité. Je pense que ça fait partie de ce que tu disais, Marine, peut-être de revoir peut-être un peu ce terme de sobriété pour qu'il embarque plus de notions. Non, moi, j'avais envie de réagir sur cette réflexion un peu entre planification et quelque part ce qu'on a toujours vécu. Enfin, moi quand on regarde des pays comme la Chine, on voudrait pas vivre en Chine, mais par contre, ils ont une planification. Depuis longtemps, ils veulent faire des véhicules électriques, ils veulent faire des panneaux solaires. Et au final, ils font des véhicules électriques, ils inondent l'Europe, puisqu'ils ne peuvent plus inonder les États-Unis de panneaux solaires. Bon, ils ont fait ça sous une logique de planification. Nous, on a une planification, elle existe. C'est vrai que ça, on peut plutôt être content, puisque sur la transition énergétique, elle a été mise en place depuis 2022. Pour autant, il faut aussi une planification budgétaire. Et ça, on l'a moins. Parce que c'est des infrastructures qui peuvent être assez consommatrices en finances. Et ça, je pense qu'on a un vrai sujet au-delà de la volonté qui, je pense, aujourd'hui est on a enfin compris qu'il fallait de la vision long terme et donc de la planification sur les enjeux. Il faut aussi derrière pouvoir mettre les moyens, des moyens qui sont parce que dans les réflexions qu'on a ou dans les changements de réglementation, c'est souvent aussi du subi parce qu'on n'a pas les moyens de faire nos ambitions et donc finalement on revient un peu en arrière et c'est ce qui fait tous ces changements. Voilà. Donc je pense que derrière la planification, je pense que ce sera un beau sujet, la partie budgétaire et comment on se donne les moyens de cette planification. Tout à l'heure, quand je parlais de sobriété, je parlais de sobriété de consommation à la fin. Et au début, je parlais de sobriété énergétique. Et dans la sobriété énergétique, je parlais aussi d'efficacité énergétique. Et nous, en tant que mainteneurs d'équipements, j'estime que c'est notre boulot de réaliser cette efficacité énergétique. On arrive sur des bâtiments lambda à faire des économies de 20 à 40%, rien qu'en faisant des réglages sur les appareils, sans changer le matériel. Donc ça, c'est le premier sujet. Bien sûr que l'efficacité énergétique est essentielle, mais je dis peut-être qu'on peut aller plus loin et parler de sobriété. Et le deuxième point, quand on parle d'innovation, c'est pas parce que je parle de durabilité que je suis contre l'innovation. Par contre, quand on fait de l'innovation, je trouve que sur certaines, c'est intéressant de se poser la question à quoi vraiment elles servent. Je vous propose une dernière question, vraiment très rapide. Bonjour, Marine Gérard, je travaille pour PropLink. Merci beaucoup d'abord pour toutes les interventions. C'est plus une intervention qu'une question pour rebondir. On a beaucoup parlé du terme sobriété, qui est effectivement devenu un mot très à la mode depuis 2 ans.
Je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce terme et on fait partie de la task force, donc je serais ravie qu'on en discute plus avant, juste après ou ensuite dans des réunions. Le GIEC définit la sobriété comme, et ça a été évoqué, le fait de réduire, de mettre en place des systèmes, notamment des politiques publiques qui permettent de réduire la demande en ressources et aussi de permettre le bien-être et de répartir ce bien-être de manière équitable. Je pense qu'il y a vraiment ces deux aspects, ce qui permet de ne pas juste voir la sobriété comme quelque chose dans lequel on a à perdre. Et je pense que c'est vraiment important d'insister. Je pense que ce livre blanc, il s'adresse plutôt, c'est un collectif d'entreprises qui va s'adresser à des responsables politiques en priorité, à une communauté d'entreprises aussi, et donc in fine à des consommateurs. Mais si la première cible, c'est celle des responsables politiques, il n'y a peut-être pas besoin de trop se prendre la tête sur les termes, entre guillemets, des termes qui figurent déjà dans les politiques publiques. Dans un premier temps, je pense que ce serait une erreur de ne pas inclure la sobriété. Il faut aussi parler d'efficacité et de verdissement des sources d'énergie, à voir dans quel ordre on les met, et ça peut être dans la partie planification écologique. Mais je pense que ce serait une erreur en tant que communauté d'entreprises engagées de ne pas parler de sobriété parce que c'est un terme important, un concept important. Et là où je voudrais insister peut-être pour pas trop se focaliser sur le fait on va y perdre avec la sobriété, c'est vraiment le fait de mettre la responsabilité sur le système, et en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, on s'inscrit dans un système, mais on va s'adresser en premier à des responsables politiques. Et comment est-ce que ces politiques publiques, elles vont nous permettre, en tant qu'entreprise et en tant que citoyen, de mettre en œuvre plus facilement des business models et des comportements de sobriété. Mais je pense que c'est plus un produit de ces politiques. Si les politiques, elles ne sont pas en place, bah oui, moi, je peux me dire, bah voilà, j'utilise plus du tout le numérique parce que je veux être sobre, j'utilise plus l'électricité parce que je veux être sobre, j'achète pas de voiture parce que je veux être sobre, mais ça restera toujours, d'un point de vue individuel, un renoncement par rapport à la société dans laquelle je vis et les comportements de mes cercles sociaux. Alors que si on arrive à mettre en place et donc à pousser pour la mise en place d'un système qui permette cette sobriété, bah là, individuellement, ça va devenir, que ce soit pour une entreprise ou pour des individus, de plus en plus facile de l'adopter. Désolée, c'était un peu long. Non, mais merci pour cet apport très riche. Ça me permet de rebondir et de conclure de manière parfaite. Finalement, en fait, la volonté de cette task force, vous l'avez compris, c'est vraiment comment faire en sorte que les membres du MIF sur les questions de l'énergie deviennent des game changers, et en particulier sur la réglementation, mais pas que, également auprès des citoyens et de l'économie de demain. Et merci à tous, et merci à nos intervenants. Je vous propose de les applaudir. Et je vous invite à nous rejoindre sur la grande pelouse, puisque nous aurons le plaisir de partager le déjeuner avec le député Antoine Armand, que vous connaissez tous sur les sujets de l'énergie.